Bonjour à vous, amis de la Chacos TV. Nous voici réunis pour une explication rapide, en moins de 15 minutes, des fondamentaux du jeu Napoléon 1806. Pour cela, nous allons commencer par comment gagner à Napoléon 1806 et je vous propose de nous tourner vers le plateau et de regarder la piste des points de victoire. Donc cette piste de points de victoire, vous voyez, elle commence ici à 10. Et le joueur français peut l'emporter s'il parvient à faire descendre le marqueur jusqu'à 0. Il gagne par une victoire automatique. Si le joueur prussien parvient à arriver à 20, il obtient aussi une victoire automatique et immédiate, le jeu s'arrête. À la fin des 7 tours de jeu, si le joueur français n'a pas gagné automatiquement, c'est le prussien qui l'emporte, quels que soient les points de victoire, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 19. Mais vous allez me dire comment marquer des points de victoire. Il y a 3 façons de marquer des points de victoire. La première, ce sont les objectifs géographiques. Le joueur français va devoir s'emparer des principales villes de Saxe, que sont Erfurt, Halle et Leipzig. Ces villes ont une certaine valeur qui leur est attribuée de 4, 3 et 3 points, et c'est pour ceci que le marqueur des points de victoire commence à 10 en début de partie. Si le français s'empare d'une de ces villes, par exemple Erfurt, on va baisser le marqueur de 4 points de victoire. Si le prussien reprend cette ville, il remarquera 4 points de victoire. La deuxième façon de marquer des points de victoire, c'est le tempo. Les Russes arrivent par le nord. À chaque tour où le joueur prussien contrôle encore 3 des drapeaux, il marque un point. Et la troisième façon de marquer des points de victoire, c'est la guerre. Donc la guerre, il faut réussir à faire des pertes à son adversaire. Sur le plateau de jeu, vous avez des corps d'armée, comme celui d'Augereau ici, et celui de Wurtemberg ici. Ils sont représentés sur les ordres de bataille, plus sur ma droite. Vous allez retrouver l'effigie de Wurtemberg et l'effigie d'Augereau. Wurtemberg a des cubes de points de force, soit de cavalerie violet et d'infanterie gris, soit de cavalerie jaune et d'infanterie bleue pour Augereau. Pour chaque cube éliminé au joueur prussien, le joueur français baissera les points de victoire de 1. Pour chaque cube français éliminé, le joueur prussien augmentera les points de victoire de 1. Donc pour l'emporter, objectif, célérité et perte à l'adversaire. Comment jouer à Napoléon 1806? Les 7 tours de jeu se décomposent d'une manière identique avec des phases identiques. La première phase de chaque tour de jeu est la phase de pioche. Le joueur va prendre dans sa pioche 3 cartes. Sur ces 3 cartes qui composent sa main et qui sont sa logistique, il va être obligé de jouer les cartes avec un bandeau rouge qui sont des événements obligatoires. Dans le cas présent, c'est une carte de pluie. Cette carte de pluie va affecter les 2 joueurs pendant l'ensemble du tour. Après cette phase de pioche, nous passons à la phase d'initiative, où les joueurs peuvent jouer à tour de rôle une carte avec un bandeau bleu cette fois, et une seule. Ici, par exemple, le français va pouvoir gagner l'initiative automatiquement. Si les 2 joueurs ne jouent pas de carte bleue, on passe à la phase d'initiative qui consiste à piocher une carte et à comparer les valeurs indiquées en haut à droite de la carte. En cas d'égalité, c'est le joueur français qui commencera le tour. C'est un peu normal, c'est un jeu français. Le joueur ayant gagné l'initiative va pouvoir débuter la phase des opérations. Il va pouvoir effectuer l'une des 4 opérations, puis ce sera à son adversaire de faire de même, et ainsi de suite. La première opération possible, comme présentée sur le de jeu, est celle de passer. Lorsque l'on passe, on donne la main à son adversaire et on n'effectue plus d'opération jusqu'à la fin du tour. La deuxième opération est celle de manœuvrer, c'est-à-dire se déplacer sur la carte. Pour pouvoir se déplacer, le joueur va d'abord, dans un premier temps, désigner une pile. Une pile, c'est soit un corps tout seul, comme ici Augereau, soit ici une pile constituée d'un commandant en chef, Frédéric III, associé à 2 corps d'armée. Dans le cas présent,
nous allons choisir Ojoro. Le joueur choisit Ojoro. Il pioche ensuite une carte avec ici une valeur de déplacement de 5. Il va pouvoir se déplacer d'autant de connexions que la valeur indiquée sur la carte, ici 5. Chaque connexion vaut 1, il n'y a pas de différence sur l'ensemble du plateau de jeu. Prenons l'exemple ci-dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Le joueur peut très bien aussi se déplacer de 0, 1, 2, 3 ou 4 connexions au choix. Nous sommes au début du 19e siècle, il n'y a pas d'infrastructure routière comme actuellement. Dans le cas présent, si Ojoro veut se déplacer vers Neustadt, il sera obligé de s'arrêter dans la zone où se trouve Bernadotte. On ne fait pas passer 20 000 hommes dans le bas-côté. Maintenant, si je rencontre l'ennemi, 1, 2, 3, je rentre dans la connexion, dans la zone, ennemie, et je place un axe de retraite. Cet axe de retraite détermine le fait que pour se croiser, on est obligé de combattre. Dans le cas suivant, si Ojoro veut quitter cette zone, il sera obligé de repartir par Iéna. Si Weimar, lui, veut quitter cette zone, il sera obligé de partir soit vers Dornbourg, soit vers Apolda, mais en aucun cas prendre la direction de Iéna, par lesquelles sont venues les troupes françaises. Le cœur du jeu repose sur le système de fatigue. Le corps de Joro, comme on le peut voir sur l'ordre de bataille, a sa ligne d'effectifs et une ligne qui est pour l'instant vide et qui va être complétée avec les cylindres de fatigue orange que l'on placera au fur et à mesure de la fatigue accumulée par le corps de Joro. De 1 à 4, il n'y a pas de conséquences, de 5 à 8, des malus, et à 9, comme on peut le voir avec la tête de mort, le corps n'aura plus aucune force combative et l'ensemble des cubes seront éliminés, rapportant autant de points de victoire aux joueurs prussiens. Reprenons notre Ojoro qui a décidé de se déplacer avec ses 5 points de mouvement. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme on peut le voir sur l'aide de jeu ici, entre 1 et 3 points de mouvement utilisés, il n'y a pas de fatigue. À partir de 4, une fatigue, 5 de fatigue, etc. Si l'on rentre dans une zone occupée par un adversaire, on prend une fatigue supplémentaire. Dans le cas présenté par Ojoro, Ojoro s'est déplacé de 5 points de mouvement. Il subit donc 2 fatigues, plus une troisième, puisqu'il rentre dans une zone contestée. On placera autant de cylindres sur son ordre de bataille. Dernière chose importante dans l'opération de manœuvre, le déplacement en pile. À cette époque, il était très complexe de déplacer des troupes conséquentes sur un réseau routier très sommaire. Donc, comme on peut le voir à nouveau sur l'aide de jeu, à partir du moment où 2 corps se déplacent ensemble, il y a un malus de 1 point de mouvement. Si 3 corps se déplacent ensemble, un malus de 2 points de mouvement. Imaginons que Bernadotte et Ojoro décident de se déplacer ensemble. Dans le cas suivant, ils n'auront plus 5 points de mouvement, mais 4 points de mouvement. Au terme de leur déplacement, 1, 2, 3, 4, on retourne les cubes sur leur face a été activé pour indiquer que pour ce tour de jeu, ils ne feront plus rien. Ce sera ensuite aux joueurs prussiens d'effectuer une manœuvre ou une opération autre. La troisième opération possible consiste à combattre. Prenons le cas suivant où les corps de Blücher et Hohenlohe, arrivés au tour précédent de la connexion plus au nord, sont venus attaquer Ojoro à Iéna. C'est le début du tour, les Prussiens ont l'initiative et décident de combattre. Pour combattre, il va falloir observer les ordres de bataille des 2 protagonistes. Dans le cas suivant, si on regarde Blücher, le corps de Blücher a la possibilité de tirer
une carte de combat puisque ses effectifs sont en dessous de la barre dorée. Le joueur compare ensuite le corps d'Oenlo qui est au-dessus de la barre dorée. Il pourra tirer 2 cartes de combat supplémentaires. Malheureusement, il a 5 points de fatigue, ce qui fait qu'il va en tirer une de moins. Une carte pour Blucher et une carte pour Oenlo, ce qui fait 2 cartes. De la même façon, nous allons observer l'ordre-bataille français. Ojoro a 5 points de force et 2 points de fatigue. Il aura donc la possibilité de tirer lui aussi 2 cartes de combat puisque son effectifs sont au-dessus de la barre dorée. Les combats sont résolus simultanément. Les deux joueurs vont retourner les cartes qu'ils ont piochées. Le résultat du combat se lit sous l'icône canon dans le cartouche en bas à gauche de la carte. En orange, les cylindres que subira l'adversaire, la fatigue, et les cubes barrés, les pertes effectives. Dans le cas suivant, le joueur prussien va affecter 2 pertes et 2 fatigues à Ojoro. On place d'abord la fatigue et ensuite les pertes. Le français perd 2 cubes, la deuxième perte devant être obligatoirement une perte de cavalerie. Le joueur français, lui, va infliger 3 fatigues à son adversaire, Ces fatigues sont réparties de façon homogène. Le surplus étant réparti au choix du joueur, ici, à Blucher. Les cartes sont ensuite défaussées. Qui l'emporte ? Le camp ayant fait le plus de pertes. Ici, le camp prussien l'emporte. Ojoro devra donc retraiter de 2 connexions en dehors de l'axe de retraite prussien. Tous les corps sont retournés. Et ce sera au joueur français de faire une nouvelle opération. Mais avant cela, il faut déterminer s'il y a une poursuite de cavalerie. On compare les cavaleries restantes. Ici, le prussien attend encore 4 cubes de cavalerie, le français 0. Il y a donc une poursuite. La poursuite consiste à tirer une carte et d'infliger à nouveau la fatigue uniquement, mais pas les pertes, au corps français. Ici, Ojoro va subir une fatigue supplémentaire. Cas particulier, Blucher bénéficie d'un petit bonus. Puisqu'il est un corps composé principalement de cavalerie, il y aura la possibilité de tirer une seconde carte et d'infliger une nouvelle fatigue au corps d'Ojoro. Dernière opération, l'attaque en marche. Pour combattre, dans l'opération précédente, il fallait être dans la même zone dès le début de l'opération. Dans le cas où le joueur veut attaquer pendant son déplacement, il effectue une attaque en marche. Napoléon et Davout souhaitent faire une attaque en marche sur Oenlo pour surprendre le corps devant Erfurt. Le joueur français tire une carte. Malheureusement, il tire un 1. Mais heureusement, il est avec Davout qui, avec son bonus indiqué ici, avec le symbole suivant, bénéficie d'un point de mouvement supplémentaire ajouté à celui de Napoléon. Il va lui permettre de se déplacer de 3 points de mouvement. 1, 2, 3. On place un axe de retraite et normalement le corps de Davout prend une fatigue supplémentaire. Mais avec le bonus indiqué ici, il ne subit pas de fatigue. Le français décide d'attaquer en marche de suite et il bénéficiera de Davout, 2 cartes pour l'effectif, une carte de combat supplémentaire 3 et une carte pour Napoléon 4, alors que Oenlo défendra seulement avec 2 cartes.
Le cas particulier de l'attaque en marche est que, comme le Français attaque pendant sa manœuvre, il aura une carte de moins pour combattre. Ici, seulement 3. La résolution de combat se fera exactement de la même façon que pour une opération combattre. Lorsque les deux joueurs ont passé, ou lorsqu'ils ont bougé l'ensemble de leur corps d'armée, la phase d'opération se termine et on passe à la phase de récupération. La phase de récupération va permettre aux joueurs de récupérer et d'enlever des cylindres de fatigue. La façon la plus simple d'enlever des cylindres de fatigue, c'est de ne rien faire pendant l'ensemble du tour de jeu, c'est-à-dire rester sur sa phase à activer. Dans ce cas, on enlève l'ensemble des cylindres de fatigue. Ici, Hohenlohe est sur sa face à activer. Tous les cylindres de fatigue sont retirés. Pour Blücher, qui a été activé, et qui est sur sa face a été activé, la seule façon de pouvoir retirer des cylindres de fatigue va consister à jouer des cartes que le joueur a piochées au début du tour. Le joueur prussien joue cette carte et on peut voir ici, sous le cartouche en bas à droite de la carte, qu'il peut enlever un cylindre de fatigue au corps de Blücher. On ne peut jouer qu'une seule carte de récupération par corps d'armée par tour. La carte est ensuite défaussée. C'est normalement la fin du tour. Mais, à la fin de ce tour, le corps de Blücher a encore 5 fatigues. Il est au-dessus de la barre dorée fatidique. On peut voir qu'il perdra un cube supplémentaire par attrition. Cube qui peut être d'infanterie ou de cavalerie au choix du joueur. Le Français récupérera un point de victoire. À la fin de cette phase de récupération, on retourne tous les corps d'armée sur leur face à activer et un nouveau tour peut débuter. L'aspect historique du jeu est renforcé par l'utilisation des cartes. Ces cartes, comme on a pu le voir auparavant, peuvent être utilisées pour 1. Manœuvrer, 2. Combattre, 3. Récupérer. Mais à chaque carte est associé un événement dont on va pouvoir parler désormais. Chaque carte a un bandeau de couleurs et elles sont de 3 types. Les cartes rouges, comme celle-ci, sont jouées pendant la phase de pioche obligatoirement par les joueurs. Si plusieurs cartes rouges sont jouées simultanément, elles sont défaussées. Les cartes avec un bandeau bleu sont appelées les cartes d'initiative. Elles sont jouées pendant la phase d'initiative. Les joueurs ne peuvent jouer qu'une seule carte événement avec un bandeau bleu par phase d'initiative. Les autres cartes avec un bandeau vert se jouent pendant la phase d'opération. Il est important de se rappeler que chaque joueur ne peut jouer qu'une seule carte par opération. Les cartes avec un bandeau vert, les cartes qui peuvent être jouées pendant les opérations, sont divisées en 4 sous-groupes. Cette carte prussienne ne peut être jouée que pendant une opération de manœuvre prussienne. Cette carte prussienne ne peut être jouée que pendant une opération de manœuvre française. Cette carte prussienne ne peut être jouée que pendant un combat. Et enfin, cette carte prussienne ne peut être jouée que pendant une poursuite à l'issue d'un combat. Prenons l'exemple de la carte marche forcée. Le joueur prussien vient de tirer la carte pour déterminer ses points de mouvement. Il estime ne pas en avoir assez. Il joue cette carte de sa main et va pouvoir bénéficier d'un point de mouvement supplémentaire. En quelques minutes, vous avez pu découvrir l'ensemble des règles du conscrit qui vous permettent de jouer rapidement à Napoléon 1806. Il faut savoir que Napoléon 1806 dispose de plusieurs modes de jeu différents, soit expert, appelé les règles du grognard, et peut aussi être joué avec les plus jeunes. Les règles du grognard permettent d'ajouter le brouillard de guerre à la simulation. Vous avez vu que nous avions joué avec les pavés des corps d'armée couchés. Il est possible de les faire jouer debout, ainsi dissimulant le corps d'armée concerné à son adversaire. De la même façon, les ordres de bataille seront cachés par le paravent, le joueur ne connaissant pas les effectifs et la fatigue de son adversaire. De plus, pour simuler les reconnaissances de cavalerie,
chaque joueur se voit attribuer des points lion leurre ou vedettes de cavalerie qui seront identiques au corps d'armée mais qui ne correspondent pas à un effectif. Elles seront donc éliminées instantanément au contact des troupes adverses mais vont maintenir un brouillard de guerre entre les deux joueurs. Pour les plus jeunes, Napoléon 1806 propose de jouer sans les événements liés aux cartes, ce qui permet aux plus jeunes de jouer en 10 minutes à Napoléon 1806 et découvrir tous les plaisirs de la stratégie. Nous espérons qu'à travers Napoléon 1806, les joueurs vont pouvoir se consacrer et découvrir la stratégie. Nous avons voulu faire un jeu qui soit en même temps simple, interactif, ludique, mais qui réponde aussi aux contraintes historiques de l'époque. Nous espérons que vous aurez de belles batailles. Longue vie à Chacos, longue vie à Napoléon 1806. À bientôt.